Bienvenue dans l'African Football Talk. Aujourd'hui, nous allons parler d'une équipe qui est fraîchement championne d'Afrique et qui est qualifiée pour la Coupe du Monde 2022, le Sénégal. Le Sénégal compte deux des centres de formation les plus réputés, Génération Foot et Jambar Football Club. Aujourd'hui, nous allons analyser, débattre, nous allons comprendre la formation à la sénégalaise. Nous allons essayer aussi de comprendre comment l'équipe nationale est devenue une équipe aussi attractive. Et pour débattre de ce sujet-là, je suis avec Hichem. Bonjour Hichem. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très content d'être ici. Nous sommes aussi avec Lionel. Bonjour. Ça va Lionel? Ça va, ça va. Et nous accueillons comme invité un journaliste et spécialiste du football sénégalais, Mansour Loum. Bonjour. Bonjour Mansour. Merci d'être venu aujourd'hui, d'être Merci avec pour nous. l'invitation. Alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui ensemble, c'est est-ce que le Sénégal, donc l'équipe du Sénégal et la formation à la sénégalaise, est-ce un modèle de réussite pour l'Afrique? Donc on va débattre sur ça. On va voir du coup si la formation à la sénégalaise, c'est ce qu'il faut au final pour les autres pays africains. Et puis on va en savoir un peu plus aussi sur l'équipe nationale et on compte sur toi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais prendre la parole au début, mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que, quand même que c'est une équipe qui dure, en termes de qualité, avec des joueurs qui réussissent à changer, mais toujours en gardant cet esprit compétitif, des jeunes joueurs de talent, des anciens qui réussissent à garder leur niveau très longtemps. Et ça, c'est rare dans nos pays africains. Et aujourd'hui, pour moi, le Sénégal aurait pu être champion d'Afrique en 2019. Ils l'ont été quelques années plus tard. Tandis que d'autres équipes, finalement, quand tu rates le wagon à une année, et après, les générations passent et on trouve meilleur. Donc pour moi, oui, c'est un modèle de réussite à travers l'équipe nationale. Et Hicham, il a pas tort, parce que quand on regarde bien, en fait, le Sénégal est sur un cycle depuis la CAN 2017. Depuis 2017, on dit parmi les favoris, on cite le Sénégal. 2019, parmi les favoris, le Sénégal. 2021-22, parmi les favoris, le Sénégal. La dernière équipe qui a eu autant de compétitions pour lesquelles était donnée favori, c'est la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, cette fameuse génération dorée, elle n'a pas gagné. C'est la génération juste après que Drogba parte qui la gagne en 2015. 2015. Donc, en fait, c'est vrai qu'au niveau de longévité, il y a vraiment un truc, et c'est peut-être aussi ce qui explique ces résultats, parce qu'à un moment donné, en plus, football section, c'est très dur. Il y a très peu de temps de regroupement, très dur de créer des automatismes, et du coup, cette longévité, que ce soit au niveau de certains joueurs et du sélectionneur aussi, parce qu'il est là maintenant depuis quand même 2015, c'est énorme. C'est pas tous les coachs, notamment en Afrique, où il y a une culture du résultat immédiat et la durée, et ça explique aussi, en tout cas, en partie, les résultats de la sélection. Toi, est-ce que tu es satisfait d'Aliou Cissé? Est-ce que la stabilité de l'équipe du Sénégal passe par Aliou Cissé selon toi? Bon, moi comment dire? J'ai toujours trouvé au début en tout cas que sa nomination c'était beaucoup trop tôt, parce que Aliou Cissé on le nomme en 2015 un petit peu avec un mouvement populaire. C'était juste après Alain Giresse, le grand public disait c'est bon, on ne veut plus des fameux sorciers blancs. Parce que ça s'était mal passé à la CAN, plein de choses comme ça. On dit voilà, les sorciers blancs, ils viennent, du moins, on les paye très cher pour aucun résultat, autant pour un local. À ce moment-là, sur le marché en tout cas, en termes de techniciens locaux, il n'y a personne vraiment qui se dégage. Et il y a Aliou Cissé, ancien capitaine de l'équipe de la génération des deux milieux, donc déjà très connu avec une grosse cote de popularité. Il est propulsé. Sauf qu'Aliou Cissé, il arrive, il a ses diplômes, ça n'a pas de souci, mais il n'a jamais entraîné avant. Il était sélectionneur adjoint de l'équipe olympique. Donc on passe de sélectionneur adjoint de l'équipe olympique à sélectionneur adjoint de l'équipe A. À l'époque, je rigolais, je disais, c'est comme si tu viens d'avoir ton permis, on te donne une grosse berline. C'est compliqué, il faut un peu de... Voilà. Et en fait, c'était un peu ce décalage qui m'a posé problème. Après, le temps lui a donné raison, il a fini par gagner maintenant. Et maintenant, ça a de l'argument d'autorité. C'est comme, je veux dire, déjà l'équipe de France. Oui. On aura beau dire le jeu, machin, tout ce que tu veux, on te dira, il est champion, il a gagné, donc voilà, il faut faire avec. Mais moi aussi, ce que j'aime avec lui aussi, c'est que c'est un peu à l'image d'un Belmadi. C'est quelqu'un qui est capable de parler aux locaux, mais aussi aux binationaux. Et c'est vrai que des fois, on avait ce paradoxe dans les équipes nationales. C'est-à-dire qu'il y avait le clan des locaux, le clan des binationaux. Et du coup, ils n'arrivaient pas à former une équipe. Lionel? Ouais, est-ce qu'au Sénégal,
Il n'y a vraiment ce problème-là. Locaux contre pro, il n'y a pas vraiment eu ça. Maintenant, non, mais après, par le passé, c'est des choses qui ont existé, donc ouais, bien sûr. Il y avait une concurrence entre les locaux et les binationaux? Il y avait une certaine cohésion au niveau de l'équipe ou pas du tout? Mais même avant que ce soit locaux binationaux, même si quand il y avait, on va dire, une équipe à majorité de joueurs locaux, il y a une fois, c'était justement lorsque l'équipe s'est qualifiée pour, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était la Coupe du Monde, un truc comme ça. Il y avait une scène où le capitaine Sékou Kouyaté, il avait réuni tout le monde autour du centre de terrain. Il avait dit en Wolof, mais bon, en gros, il avait dit, maintenant, il faut qu'on tire tous dans le même sens. C'est lourd de sens. Ça veut dire que voilà, ça veut dire qu'on est une équipe, mais des fois, même entre nous, on joue les uns contre les autres. C'est pas bon. Et c'est que, on va dire, depuis peut-être 2-3 ans, qu'il y a vraiment un élan collectif où on sent que tu sois sur le terrain ou que tu sois sur le banc, tout le monde pousse. Et l'exemple parfait, même si je le critique beaucoup, je le taille, en tout cas, je le tourne en dérision, parce que pour moi, il n'a pas d'apport, c'est Keita Baldé. Tu ne joues pas. Techniquement, je pense que tu n'as pas le niveau pour être dans les 23, mais on t'appelle, tu es remplaçant. Mais justement, entre guillemets, tu joues ton rôle de remplaçant à fond. Et ça, c'est très, très important dans la vie de groupe. Un peu à la Dilrami, un peu à la Dilrami. Voilà, oui, on a toujours besoin d'un petit clown dans une équipe. Pas forcément cool, mais voilà, en tout cas, la vie de groupe, c'est important. Ouais. Il vaut mieux, peut-être des fois, un gars comme ça, qui sait qu'il va être sur le banc, qui va pas faire la gueule, qui va pas tirer la tronche à l'entraînement, etc. Plutôt qu'un gars qui vient, qui sait qu'il va pas jouer, qui va commencer à bouder, commencer à essayer de monter un tel contre un tel, c'est compliqué. Donc, un équilibre d'une section, c'est toujours très fragile. Et est-ce que selon toi, l'équilibre de la sélection du Sénégal ne passe pas aussi par les centres de formation? Parce que par exemple, on sait que de Jambar Football Club sont issus Bamba Dieng, qui est actuellement à l'OM, et Idrissa Gueye. Et pour deux générations foot, on a Sadio Mané. Donc est-ce que le fait que le Sénégal forme des joueurs qui sont destinés à aller en équipe nationale, est-ce que c'est pas aussi... ça crée pas une cohésion dans l'équipe? Oui et non, parce que si on regarde bien les joueurs que tu cites, il n'y en a pas 2 ou 3 qui sortent de la même génération. Si tu prends la génération Gana Gueye et la génération Bamba Dieng, il y a quasiment 10 ans d'écart entre les deux. Et là, même quand on prend Sadio Mané et Ismaïla Sarr, il y a aussi un gap. Après, forcément, on va dire, le fait qu'ils aient un peu le même parcours, je viens de l'académie, ensuite je viens dans tel club, puis j'ai mon parcours européen, mais quand on se retrouve en sélection, il y a des choses qui font que forcément, ils ont peut-être des atomes crochus, des choses comme ça. Pour moi, après, il y a quelque chose qui se crée, mais ce n'est pas forcément, on va dire, le facteur principal. Mais en tout cas, vous réussissez, en tout cas le Sénégal réussit à chaque fois, dans chaque génération, à avoir un joueur de classe mondiale, ou en tout cas, très très bon joueur. Actuellement, oui, c'est vrai que, ouais, actuellement, après, pas forcément, je ne sais pas, classe mondiale, après, ça, je veux dire, ça dépend de chacun. Oui. Mais en tout cas, des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats, dans les meilleurs clubs, ça, oui, actuellement, oui, c'est indéniable. Mais est-ce que c'est donc cette post-formation, parce que c'est ça en gros, grosso modo là, c'est une post-formation, c'est que les personnes en fait, ils commencent au Sénégal et terminent leur formation ici en Europe. Par exemple, il y a, comme tu as cité tout à l'heure, il y a plusieurs centres de formation. Il y a Diambar, il y a Génération Foot, il y a Sacré-Cœur, qui est avec Lyon, il me semble, et il y a un nouveau club aussi qui est avec la Saint-Étienne. Donc tous ces joueurs-là, quand ils viennent, c'est ce qui favorise, je pense, l'intégration en Europe et la réussite en Europe. Mais est-ce qu'au niveau du pays, comment c'est ressenti? Ça la facilite en fait, si tu veux, parce que avant, qu'est-ce qui se passait quand il n'y avait pas de réglementation? Les clubs européens ils venaient, ils te prenaient un joueur à 12, 13, 14 ans, ils l'emmenaient là-bas et puis ils le géraient. Maintenant, tu as des joueurs qui doivent être des transferts intercontinentaux, c'est dur à dire, hein, qui sont interdits avant l'âge de 18 ans, bon, même si on sait que certains, voilà. Oui. Mais du coup, tu as un joueur qui reste plus tard. Un joueur qui vient à 18 ans, ce n'est pas intéressant pour un club si il n'a pas déjà un certain bagage technique et tactique. Du coup, cette solution de partenariat entre les clubs européens et les centres de formation, c'est, dans ce sens-là, en tout cas, c'est bien pour les deux, parce que localement, on se structure, et le club, quand il récupère un joueur, il a un joueur qui est déjà plutôt bien formé, parce qu'ils l'ont formé avec des spécificités qu'eux ont voulu, et du coup, le joueur est, entre guillemets, prêt beaucoup plus tôt, parce qu'avant, les joueurs, ils arrivaient, il leur fallait des fois une saison entière pour arriver, parce que quand tu n'as jamais quitté ton pays, tu arrives, tu as quitté 35 degrés, tu arrives, il fait 12 degrés. Encore, quand tu as vu la neige pour la première fois, c'est très compliqué. Alors que maintenant, tu arrives, en fait, tu as déjà un bagage technique et tactique qui fait que tu vas t'adapter beaucoup plus vite. Donc, ce gain de temps-là, il est énorme. En termes de statistiques, en 2002, 22 des joueurs sur 23 étaient en Ligue 1. Voilà. Jouaient dans le championnat français. Donc, Mais du coup, dans ce genre de partenariat-là, il y a une patte du club qui est en partenariat, c'est-à-dire est-ce que Lyon met sa patte, est-ce que Metz met sa patte dans la formation de ces jeunes-là? Ça dépend. Par exemple, Lyon, on va des formateurs à Dakar, Sacré-Cœur.
Génération Foot envoie des formateurs pardon, Metz envoie À Metz, des formateurs à Génération Foot. L'OM en a envoyé à Djambar, mais elles sont reparties. Par exemple, moi, j'ai beaucoup étudié sur le cas Génération Foot. Et par exemple, le formateur de l'époque qui s'appelait Olivier Perrin, il vivait 365 jours par an au Sénégal. D'accord. Donc, il est dans Il vivait l'immersion sur place. totale. Donc, ça veut dire que vraiment, il a amené, voilà, on vient avec un schéma, une Notre façon de savoir-faire. faire qu'on va vraiment appliquer à toutes les catégories. Et après, pour que ces jeunes-là, ils intègrent l'équipe première et que les meilleurs sur lesquels Metz sera prioritaire, ils rejoignent l'FC Metz. Lionel, tu avais quelque chose à ajouter? Non, pas spécialement. Tu penses que le Sénégal peut aller loin ou pas en Coupe du Monde? Je l'espère. Je l'espère. Après, la Coupe du Monde, c'est particulier. Ouais. Autant pour la CAN, je t'aurais dit Sénégal, dernier carré facile parce que voilà, il y a trop de talent individuellement. Mais la Coupe du Monde, surtout celle-ci, ça va se jouer sur l'état de forme parce que voilà, on arrive. Il y a beaucoup de joueurs qui ont trouvé des clubs parce que le mercato du joueur sénégalais était très compliqué. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient indésirables, qui ont trouvé des clubs au dernier moment. Il y en a qui jouent pas. de club, qui jouent pas. Donc il va falloir retrouver du temps de jeu. On est déjà en septembre, octobre, novembre, bim, Coupe du Monde. Ça va aller très très vite en fait. Et du coup, en plus, surtout qu'il n'y aura pas de préparation parce que généralement, la Coupe du Monde, on te dit ok, la saison elle est finie. On te donne 3-4 semaines de préparation, donc tu peux te refaire, récupérer un petit peu, etc. Sauf que là, tu as quoi? Tu as une semaine, tu arrives. Si tu n'es pas prêt, tu es mort. Les Équatoriens vont te faire courir. Les Pays-Bas, ça va être un gros match. Et tu as le pays hôte. Le pays hôte, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, Ils ont un petit niveau. voilà. Ils ont un bon Mais petit après, niveau. c'est ça, quoi. Donc, ça peut être piégeux. Mais moi, je pense que pour les équipes africaines, pour qu'elles puissent aller loin, je pense, en Coupe du Monde, il faut avoir cette même base comme en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité. Je pense, par exemple, l'Espagne, on sait qu'ils ont une identité. L'Allemagne, ils ont une identité. L'Espagne, ça va être quoi? Bon, on sait que c'est le jeu de possession. L'Allemagne, c'est un jeu direct. Voilà, donc les équipes africaines, de manière générale, je pense qu'elles n'ont pas d'identité. Par exemple, Elles l'ont perdu. Oui, elles l'ont perdu justement à cause de cette formation-là. oui, la créativité parce que justement, on a bridé des joueurs. On leur a enlevé cette créativité parce que souvent, les joueurs que tu voyais qui venaient d'Afrique, qui arrivent en Europe, entre guillemets, on te disait, ouais, c'est des talents bruts. Justement parce que c'est un peu foufou, changement de rythme. Quand tu vois les Okocha, etc., avant, tu jouais le Ghana, tu te dis, le Ghana, ça va être chaud. Cameroun, costaud et tout. Donc, tu vois, avec des spécificités, sauf que maintenant, Il n'y en a plus. mais il y en a beaucoup qui jouent toutes un petit peu de la même façon. Et en fait, parce que maintenant, on s'est beaucoup adapté au modèle européen je dirais, ou que certains ont importé, ou en tout cas qu'on en a fait comme référence. Et du coup, on a perdu cette identité, des fois, ce caractère. Comme ça, c'est les joueurs. Mais est-ce que l'institution, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, je sais pas, le Cameroun, c'est quoi leur style de jeu, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? En fait, en fonction d'un style de jeu spécifique. Actuellement, c'est dur. C'est dur. Et je pense que les équipes comme l'Espagne, ils vont pérenniser quelque chose en fait sur du long terme. Ils vont garder en fait un système. Donc c'est-à-dire que les joueurs ils sont formés avec une mentalité. Donc ça fait que lorsqu'ils arrivent chez les pros, en fait ils sont assez matures, ils savent comment jouer. Que nous, de manière générale, c'est-à-dire que les joueurs ils vont être formés un peu par-ci par-là. Et après une fois qu'ils se retrouvent, ils sont bons, ils sont très bons. Après le coach peut faire des miracles, on va dire. Mais je pense que si admettons les équipes africaines de base, de chez les jeunes jusqu'à chez les seniors, ils formaient les joueurs de la même manière, ça pourrait aider les équipes africaines à faire mieux en fait en Coupe du Monde. Bien sûr. Hein, ça serait ces aspects-là. Et par exemple là, notamment parlant du Sénégal, le Sénégal, comme on a vu tout à l'heure, ils sont formés par exemple sur plusieurs équipes. C'est-à-dire que Mané, il était formé d'une certaine manière. Koulibaly, bon lui, il était formé en France, mais d'autres joueurs ils ont été formés dans d'autres clubs. Quand ils arrivent en sélection, ils sont bons, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette cohésion qui fait que le plus en fait pour pouvoir. Ouais, mais le sélectionneur, on est pour beaucoup. Il y a aussi un sélectionneur qui doit amener sa patte, il doit amener ses convictions sur le terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si j'aime beaucoup le sélectionneur sénégalais, on sent pas, c'est vrai, une patte. On va se dire. Je trouve qu'il est encore trop fragile. Après, justement, est-ce que c'est pas à la Fédé, par exemple, qui va avoir un style de jeu qu'ils aimeraient avoir pour la sélection, en fonction de ce style de jeu, appeler un sélectionneur pour adapter. Tu vois. En parlant des sélectionneurs, on a beaucoup de Sénégalais justement maintenant qui sont passés entraîneurs et qui se forment en fait, comme Habib Beye par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe nationale du Sénégal qui est... Non, c'est une bonne chose pour l'équipe nationale du Sénégal, pour le football sénégalais, mais surtout pour le football africain dans sa globalité, parce qu'en fait, quand on voit des Aliou Cissé, des Belmadi, plein d'autres. Tous les sélectionneurs qui vont en Coupe du Monde sont africains. Sont en tout cas africains, pour ne pas dire locaux, parce que certains ne sont pas forcément développés, mais en tout cas, ils ont ces origines-là. Et en fait, je pense que ça
ça a ouvert, ça a libéré certaines choses et il y a une prise de conscience de certains qui se disaient après ma carrière, je vais faire consultant foot parce que c'est la voie facile, machin et tout, je vais commenter. Sauf qu'en fait, maintenant, on se dit en fait, non, je peux être coach, j'ai autant de capacité qu'un Européen, pourquoi lui et pas moi? Et en fait, mais du coup, ça crée une émulation et voilà, maintenant, ils sont de plus en plus nombreux à passer leur diplôme et je trouve que c'est une bonne chose. Et même aussi, ben, ça montre aussi à l'UCC quelque part, les gars, bouge-toi. Remets-toi en question aussi, remets-toi là, toujours, il faut essayer aussi de t'améliorer parce que si demain tu ne fais pas l'affaire, ben, peut-être qu'il y aura un Habib Beye ou un Omar Daf ou encore quelqu'un d'autre qui va sortir parce que c'est Bailey exactement en Belgique. Ouais. Il commence à faire du bon boulot, Bailey. Ouais. Donc on ne sait pas, même au niveau local, tu as Youssou Dabo qui est passé de Tenguek à Djaraf, etc., qui a coaché les U20, qui a une grosse cote de popularité au niveau local. Donc il faut, voilà, en fait, toute cette émulation est positive et surtout ça pousse tout ce monde-là vers le haut. Et selon toi, avec l'équipe actuelle et l'effectif du Sénégal, parce que pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs d'Afrique, parce que l'équipe du Sénégal est complète. C'est le meilleur. Du goal à l'attaque, c'est complet. Est-ce que tu penses que l'équipe pourrait être beaucoup plus offensive qu'elle ne l'est actuellement? Oui. Oui, mais après, elle joue avec les préceptes d'un coach qui est défensif. Aliou Cissé, à la base, c'est un défenseur qu'on a remis milieu défensif. C'est un Deschamps, c'est le même style que Deschamps, sauf que lui, il ne gagnait pas que Deschamps gagnait. Maintenant, lui aussi, il gagne maintenant. Mais c'est un peu la même idée. Tout le monde sait quand on regarde l'équipe de France, il disait, ça pourrait être mieux. L'équipe du Sénégal, c'est pareil. Des fois, on a l'impression qu'il joue un peu avec le frein à main, qu'on n'est pas totalement libéré parce que, ben voilà, il y a cette peur de s'exposer. Mais au final, tu te rends compte que tu es offensif, tu es tellement déjà dominateur quasiment tous tes adversaires, sauf les grosses nations avec qui, des fois, ben, on va dire, il y a vraiment match. Tu peux te libérer plus, tu pourrais prendre plus de risques, plus d'initiatives, mais il ne le fait pas. Et c'est un peu dommage. Et ça a posé problème lors de la finale contre l'Algérie. Exactement. Parce que l'Algérie marque très rapidement dans le match. Et du coup, a laissé complètement le ballon aux Sénégalais en sachant qu'ils ne le maîtriseraient pas très bien et que l'Algérie défensivement allait gérer. Et c'est exactement pourquoi ils ont perdu. Pour moi, le Sénégal avait déjà, cette période-là, un meilleur effectif que l'Algérie pour aller récupérer la coupe. Et donc, c'est vrai qu'en termes de stratégie, le Sénégal, pour moi, est un peu frileux. Mais en même temps, dans le football moderne, on cherche constamment l'équilibre. L'équilibre. Et je pense que le sélectionneur, il a un peu peur de se faire avoir contre des petites équipes parce qu'il n'a pas été équilibré. Et donc, des fois, ça peut poser problème. Aujourd'hui, on va voir en Coupe du Monde, parce que tu as dit que le groupe était pas si facile que ça, bien sûr. Mais je pense que quand même, contre l'Équateur ou le pays hôte, il faudra lâcher les chevaux. C'est ça. Mais sinon, on passera pas. Tu vois, tu parles d'équilibre, mais là, Aliou Cissé, il va rajouter des joueurs qui n'étaient pas forcément là pendant la CAN. Donc, est-ce que cet équilibre, ils vont le garder pendant la Coupe du Monde? Je pense parce qu'ils ont la colonne vertébrale. Ils ont Mendy, après il y a Koulibaly, après au milieu, je crois que c'est Gana Gueye. Et après Tamani, après on pointe. Bon, c'est juste ça qui peut poser problème à la sélection. Mais bon, je pense que ça va. Non, de ce point de vue-là, il y a de quoi faire quand même. Tu pars avec certaines certitudes. Après, tu vas peut-être te dire, oui, quel à la gauche je vais mettre, est-ce que si le titulaire ne joue pas, etc. Mais après, on va dire 8 à 9 joueurs sur les 11, tu sais qu'il va démarrer quasiment sans blessure ou des choses comme ça. Mais par rapport, moi, j'avais un peu recherché les 23 joueurs qui étaient sélectionnés en Coupe d'Afrique 2019 et celle 2021-2022. On sent quand même que malgré tout, l'effectif des 23 joueurs à la dernière Coupe d'Afrique était meilleur en qualité que celle qui était en 2019. Même pour les joueurs remplaçants, même pour les joueurs qui ne joueraient pas, on le voyait. Il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient en Turquie, qui jouaient en Ligue 2 quand on était en 2019. Et là, pas du tout. On voyait que des équipes qui, mis à part le troisième gardien qui jouait à Queen's Park Rangers, et puis tu avais l'arrière droit qui joue à Valenciennes, du coup. L'arrière gauche, ça qui joue à Nancy. Qui joue à Nancy. Mais mis à part ces 2-3 joueurs-là, tu étais vraiment sur une équipe les deux équipes auraient pu aller dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique. Voilà. Tu avais les 2-11, ils auraient pu y aller. Donc, il y a quand même de la grosse qualité. Maintenant, on aimerait voir un Sénégal beaucoup plus offensif. C'est des individualités, il faut que tu transformes en force collective. C'est en fait là que tu vas dire vraiment on a passé un cap et le jour où tu auras ça, parce que tu vas devenir entre guillemets une sorte de rouleau compresseur un petit peu, là tu vas faire mal. Parce que pour l'instant, ça s'améliore certes, mais des fois il faut encore un exploit de Mané. Même à la CAN. Mané il a une commotion cérébrale, il te met une lucarne contre le Cap-Vert. S'il ne le met pas,
Pourtant, tu es à 11 contre 10, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ouais. C'est des matchs comme ça en fait qui font toujours. Après, l'avantage Sénégal, c'est que tu as ce facteur X là. Tu as Sadio Mané. Si ce n'est pas Sadio Mané, tu as Ismaël Assar. Si ce n'est pas Ismaël Assar, tu as un Bambadien qui rentre, qui te met une patate, bim. Voilà. Donc, il y a ça aussi. Mais il faut vraiment maintenant transformer ça en force collective. Et là, tu vas devenir très très fort. Alors, est-ce que la clé d'une réussite sénégalaise ou peut-être aussi algérienne avec Riyad Mahrez ou il faut un grand joueur, sinon ça passe pas en Afrique. Non, c'est ça, il te faut un grand joueur. Et puis même, je pense qu'il y a un cap psychologique qu'il faut que les équipes passent, notamment le Sénégal ou autres, notamment quand on va en Coupe du Monde, tu vois. Comme souvent maintenant, beaucoup commencent à dire, mais en fait, les gars que tu vas affronter, comme les gens disent à Mané, Van Dijk, tu t'entraînes avec lui tous les jours. Ouais. Il n'est pas mieux que toi. Ça, c'est des complexes. C'est des choses comme ça, en fait, ça te décomplexe. Parce qu'avant, il y a ce complexe de on va affronter un tel, on va affronter un tel, on va affronter un tel. Sauf pour le Cameroun qui avait fait trembler le Brésil, quand même. Voilà, même tu vas dire à Gana Gueye, Neymar, tu t'entraînes avec lui combien de fois? Messi, tu t'entraînes avec lui. Mbappé, tu t'entraînes avec lui. Tu vois, et en fait, maintenant, en fait, c'est des gens que tu regardes droit dans les yeux. Et ça, par contre, ça peut changer beaucoup de choses. Pour le Sénégal, pour ces Coupes du Monde, mais aussi pour les autres équipes mondialistes, parce que je pense, même le Ghana, des Partey, Iñaki Williams et autres, ils jouent dans les meilleurs championnats, dans les meilleurs clubs. Et donc, ça va passer par là. Moi, il y a une question que je me pose et je pense que beaucoup se posent la même question. Selon toi, quelle est la meilleure équipe entre celle de 2002 et celle de 2022? Meilleure dans quel sens? En termes d'effectifs, déjà, on va commencer. Non. Si tu as les individualités, il n'y a pas photo. C'est 2022, clairement. Ah ouais? Oui. Mais après, quand tu vois le collectif, 2002, c'est du très très haut niveau. Ouais. Ils ont réussi à faire quelque chose avec je dirais pas des joueurs moyens parce que ce serait leur faire injure, mais c'est des joueurs avec de très bons potentiels, des qualités et tout. Mais voilà, ce qu'ils ont fait en 2002, c'est énorme. Ils n'ont pas été en sur-régime, mais c'est juste qu'ils ont profité de justement cette force collective, cette émulation pour tirer le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Et ça, c'est justement ce qu'on demande à une équipe, à un coach, à un moment donné. Sublimez-vous, allez le plus haut possible. Mais après, si on prend individuellement, il n'y a pas photo. Elle a dit Diouf ou Sadio Mané? On me pose toujours cette question. Ça, c'est une question. C'est une question tous les Sénégalais grands joueurs. Hein. Moi, tous les. Vas-y. Non, vas-y, commence. Parce que non, c'est une question. Bon, en termes de personnalité, Diouf, on sait que voilà, c'est Diouf, mais non, on va dire Mané. Sa carrière est le plus accomplie. Les deux, ils ont joué à Liverpool. Hein. Ouais, mais ils n'ont pas laissé les mêmes souvenirs. Hein, c'est vrai. Au niveau, je dirais au niveau talent pur, c'est Diouf. Talent pur, hein, bien évidemment. Mais au niveau efficacité, bien évidemment, discipline, réussite, c'est Mané. Mané, il surclasse. Non, franchement, après, quand tu prends le tout, je pense que Mané s'impose maintenant, que ce soit... En gagnant cette CAN, il a conquis le cœur des Sénégalais. C'est ce qui lui manquait. C'est ce qui lui manquait parce que la génération 2002, elle n'a pas gagné, mais elle a conquis justement le cœur des supporters. Et Mané, il lui manquait ce truc-là. Et clairement, sur cette CAN, il était en mission du début à la fin. Il y a plein de matchs, il sort au Sénégal d'un bien mauvais piège. Même en finale, il y a cette histoire de penalty qui rate au début, il met le dernier. Il y a plein de choses qui font que. Et puis même quand tu regardes comment il est au quotidien, comment il se comporte, quand tu vois tout ce qu'il fait pour sa région d'origine. C'est énorme. Chapeau. Ouais, félicitations à lui, d'ailleurs. Et d'ailleurs, au niveau de la fédération, par exemple, pour revenir un peu à la formation, comment en fait, est-ce qu'ils mettent en place des choses pour pouvoir pérenniser du coup ce qui se passe? C'est-à-dire que là, comme si cette génération qui est très belle, passe. Est-ce qu'il y a une suite? Ça se passe comment? Bonne question. Parce que si on regarde bien, il n'y a pas de système fédéral à proprement parler. Finalement, la formation, depuis le début, on dit quoi? On dit ça vient de Génération Foot, Djambar, Dakar Sacré-Cœur, Darussalam, Kaya Foot, Oslo et compagnie. Ce sont quand même à la base, ce sont des clubs. Génération Foot, c'est une initiative de Madi Touré. Djambar, c'est une initiative de, quand même, Bernard Lama, Patrick Vieira, ancien international français, certes Vieira d'origine sénégalaise, Dima Djouviboko, ancien international béninois, et Sersek, donc sénégalais et président de Djambar. Ce n'est pas des initiatives de la fédération. On va faire une politique. Oui. Il a fallu quand même que certains gens qui un peu privés pour que ça puisse réussir. Alors c'est une bonne chose, mais à un moment donné, il faudrait qu'au niveau de la fédération, ils se disent bon, on a ça, c'est bien, mais il faudrait qu'aussi nous, on mette en place des initiatives qui vont faire que les jeunes aussi, ils puissent s'exprimer. Je veux dire, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de championnat de jeunes.
et on parle du Sénégal, mais c'est quasiment dans tous les pays africains, championnat des jeunes. On arrive à des jeunes. En fait, les seules fois où ils compétissent réellement, on les amène en Coupe du Monde ou en CAN des U17. Coupe du Monde des U17, c'est leur première grosse compétition. C'est ça, et ça, c'est Après, c'est U20, c'est pas normal. Alors que tu prends les jeunes européens, sud-américains et autres, U15, ils ont des compétitions, U17, ils jouent, machin, ils ont plein de tournois. Exactement. Et en fait, c'est ce manque de compétition qui fait que des fois, il y en a un gap qui se crée entre le football africain, le football européen et le sud-américain. Mais est-ce que justement ce gap, la raison n'est pas à cause justement des infrastructures? Y a-t-il des infrastructures au Sénégal? À un moment donné, c'était compliqué. C'est compliqué parce qu'il y avait le stade Léopold Senghor, il a été suspendu, le Sénégal devait même aller jouer à l'extérieur. Il y a ensuite le stade La Dior de Thiès, là il y a le nouveau stade Abdoulaye Wade. Le Sénégal est maintenant dans une politique où le ministre des Sports, ils ont l'ambition d'organiser une CAN, ils ne savent pas laquelle, mais ils veulent se positionner, ils disent peut-être la Guinée, on va vous accompagner, machin et tout. Donc ils sont en train de... Ils ont construit, et là ils sont en train de réflexionner. Donc c'est une bonne chose. Et aussi ça va permettre aux clubs locaux d'avoir des infrastructures, certains pour jouer des matchs championnat. C'est une très bonne chose. Mais pour revenir au thème, je pense qu'il y a surtout aussi la formation. Si tu as les infrastructures, c'est bien. Mais maintenant, il faut qu'ils puissent jouer aussi, ces jeunes. En fait, c'est surtout ça. Limite, je dirais, il faudrait contraindre les clubs, par exemple, de Ligue 1. Tu leur dis, tu es un club de Ligue 1, mais il faut que tu aies une équipe jeune. Exactement. Comme par exemple, à la CAF, actuellement, ils ont dit, les clubs engagés en Ligue des Champions, il faut qu'ils aient une section féminine. Mais pareil, tu leur dis, OK, mais il faut que vous ayez une équipe jeune. Et après, on a des équipes jeunes, OK, bon, on fait un championnat des jeunes. C'est important. Parce que sinon, il y a quoi? Les tournois UFOA, les choses comme ça. C'est trop peu, en fait. C'est trop peu. Et il faut que la fédération aussi, elle prenne un petit peu ses responsabilités. Alors certes, la formation, c'est de l'argent. On ne va pas se mentir, c'est de l'argent et du temps. Mais ça paye. Ça a toujours payé. Mais le gouvernement, il n'investit pas du tout dans la formation. Même la FIFA, il ne finance pas les fédérations. C'est ça. Oui, mais après, justement, on voit cet argent. Bon, là, le Sénégal a la chance d'être sur une dynamique très positive depuis 2019. Parce que quand tu enchaînes... Non, même 2018, parce que quand tu enchaînes qualification Coupe du Monde, qualification CAN, qualification recan et tu la gagnes, les caisses, je ne dirais pas elles sont pleines, mais elles ne sont pas vides. Ouais. Donc, c'est de l'argent que tu dois justement réinvestir, certes pour améliorer ta section, ça, il n'y a pas de souci, mais aussi dans ton football local, que ce soit au niveau du championnat local, mais aussi justement de la formation. Alors maintenant, il y a un centre de formation fédérale qu'ils ont fait qui est à Guéréo. C'est une bonne chose. Il accueille les sélections jeunes et les joueurs locaux, c'est déjà bien. Mais il faut aller encore plus loin. Alors certes, nous, on veut toujours, certains diront qu'on veut tout de suite, mais en fait, non, c'est juste maintenant, c'est les standards qui sont comme ça. On ne peut pas laisser des jeunes dire, écoutez, allez, de temps en temps, Dakar Sacré-Cœur fait un match amical contre Diambar chez les U15, et puis voilà. Non, il faut que ces jeunes-là puissent compétir quasiment tous les week-ends. Exactement. Mais moi, j'avais une réflexion, tu me dis si je me trompe totalement ou pas. Mais j'ai l'impression qu'aussi, on est dans un système de l'Afrique française, du Sénégal français. C'est-à-dire que nos amis de Marseille, de Lyon et tous ceux qui ont ce partenariat-là n'ont pas envie que ça se développe. Parce qu'on récupère un joueur gratuit chez nos amis sénégalais, qu'on leur dit « mais ne vous inquiétez pas, nous on va le former, on va bien le former ». Alors que les championnats brésiliens de l'autre côté ou argentins, et ben comme c'est déjà un bon championnat, qu'ils ont des équipes de jeunes, etc., il faut le payer. Il faut le payer 30 millions, il faut le payer 25 millions. Alors que là, moi, le joueur sénégalais, le joueur ivoirien, le joueur algérien, moi, je l'ai gratuit. Tu vois ? Et donc, pourquoi moi, je vais aller les aider à... Voilà. Tu l'as pas forcément gratuit parce que les partenaires, c'est que tu payes, mais en fait, c'est vite rentabilisé. C'est vite rentabilisé. Par exemple, là, tout le monde parlait du cas Bamba Dieng, même si le transfert à Nice, c'est pas fait. Mais Bamba Dieng, c'est un gars sur lequel, on va dire... Marseille a investi quoi sur l'année, peut-être à Diambar, ils ont peut-être même pas investi 500 000 euros. Finalement, t'as un Bamba Dieng, tu le revends demain 10 millions. Tu es ultra bénéficiaire. C'est ça. Je veux dire, par exemple, Metz, chaque fois que Sadio Mané est transféré, il touche. C'est ça aussi. C'est fou, hein, quand même. C'est énorme. Donc, en fait, pour les clubs européens, le jeu en vaut la chandelle parce que c'est un investissement final. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que par exemple, ces centres de formation-là, t'as pas que les joueurs sénégalais, hein. Tu récupères des joueurs de la sous-région. Tu peux récupérer des Gambiens, des Guinéens et autres. En fait, donc c'est pas que ouvert aux Sénégalais du coup. Parce que tu as des détections. Ce qui fait qu'en fait on va dire, il y a beaucoup de clubs européens, ils veulent aller en Afrique, mais ils ont du mal parce que faut faire scout, machin et tout, faut se déplacer et tout. Des fois, dans des zones reculées, c'est très compliqué. Alors que là, tu as le centre de formation, l'académie pour certains, qui te fait déjà ce travail-là. Ils t'ont déjà détecté, entre guillemets, les meilleurs. Donc, toi, tu n'as plus qu'à venir, dire on fait un partenariat.
tu attends 2-3 ans que les gars se développent, en plus avec tes méthodes à toi, 18 ans, Ouais. il est bon, je suis prioritaire, bim, je prends. C'est tout bénef pour toi. Et du coup, pour conclure et pour répondre du coup à la question qu'on se posait, est-ce que selon toi, le Sénégal est un modèle de réussite dans le foot africain? Est-ce que les autres pays africains devraient prendre exemple sur le Sénégal en termes de formation et en termes aussi de comment ils ont réussi à mélanger locaux et binationaux dans leur équipe nationale? Il y a du bon à prendre, il y a des choses qu'il ne faudrait pas prendre. Après, le mélange locaux, binationaux, ça s'est bien passé, ça, il n'y a pas de souci. Parce que c'est pas dans toutes les équipes Après, c'est pas nationales dans que toutes ça les se passe équipes bien. d'une, et puis surtout, le Sénégal a eu l'intelligence, en tout cas, de ne pas se dire juste, je vais avoir une politique uniquement de binationaux, comme en fait certaines équipes, à dire, je cherche des binationaux, tu arrives, tu concoctes ton 11, sur les 11 joueurs, tu as 9 binationaux, et le jour où ça va pas, et les mecs qui se tirent, tu n'en as plus que 2 qui sont trucs, après tu dois refaire des équipes recomposées. Ça, non. Le Sénégal ne l'a pas fait. Le Sénégal s'est quand même appuyé sur une certaine ossature, a vu là où il avait des manques, et aller chercher pour compléter. En fait, les binationaux, je ne dirais pas que ça doit être que pour ça, mais en tout cas, il faut que ce soit plutôt dans ce sens-là. J'ai un manque quelque part. Là, à l'instant T, j'ai un binational qui va faire l'affaire. Je le prends. Mais si c'est pour aller juste faire la cour, dire s'il te plaît, viens jouer avec nous. On a une Coupe du Monde, sois gentil. La Coupe du Monde est finie, le mec il se tire. C'est pas bon. Ça, c'est la première chose. Après, quand on voit certains partenariats, ça peut être intéressant pour le football, pour les jeunes. C'est une très bonne chose et c'est un très bon tremplin. Après, est-ce que, si on regarde plus loin, est-ce que finalement, ces partenariats-là, est-ce qu'ils sont vraiment intéressants pour les académies? Parce que, alors, certes, ça permet d'avoir de la visibilité parce qu'on sait que, par exemple, je vais dire des bêtises, ce n'est pas les vrais chiffres, hein, juste comme ça. Par exemple, je vais dire, voilà, un club va verser tous les ans à une académie 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros. Tu sais que chaque année, ça va tomber. Donc, tu peux faire ta trésorerie, etc. et tout. Faire des projets, par exemple, tu vois, Génération Foot, ils sont encore là en train de faire des projets de nouveaux terrains et autres. C'est très bien, c'est super. Mais après, à un moment donné, ce que tu ne dis pas, mais en fait, le gars que va me récupérer tel club, si finalement, il n'était pas prioritaire et que je devais le vendre, et que je le vendais directement moi, 5, 6, 7 millions, plutôt que de, on va dire, entre guillemets, qu'il a coûté 200 000, est-ce que je ne serais pas gagnant? Il y a ça aussi. Donc, c'est, voilà, il faut trouver le juste milieu, c'est pas évident. Après, est-ce que le Sénégal est un modèle? Moi, je dirais oui sur une chose. Il y a un moment donné où, au Sénégal, on a pensé à dire, allez, c'est bon, on renverse la table, on repart de zéro. Non, on a en tout cas donné du temps à des joueurs et aussi aux coachs. Beaucoup ont voulu qu'ils partent. Moi, le premier. Finalement, il a réussi par gagner. C'est une très bonne chose. Et là, il a un bon totem. Moi, il a le totem jusqu'à la CAN 2024, ça c'est sûr. Ouais. Donc, des fois aussi, le côté longévité, on va pérenniser certaines choses, garder certains acquis. Voilà, je pense que c'est une bonne leçon aussi. Surtout aussi dire à un moment donné, la compétence locale, elle est là. Que ce soit chez les joueurs ou chez les techniciens, elle est là. Ça ne sert à rien des fois d'aller dépenser des sommes folles pour des gens qui vont venir se prendre entre guillemets un petit peu en vacances parce qu'ils savent que le résultat ne sera pas au rendez-vous. Et toi, Lionel, alors, qu'en penses-tu? Je suis un peu d'accord avec ce que Mansour dit, en fait. C'est-à-dire que, en effet, d'un point de vue sélection A, c'est l'idéal. En termes d'export, d'exportation de joueurs, le Sénégal, bon, on va dire c'est un modèle. En revanche, niveau local, il y a un vrai bémol, en fait. Il y a vraiment une vraie problématique, en fait, à régler, parce que sinon, si ça reste comme ça, l'équipe nationale va continuer à évoluer, mais les clubs vont continuer, on va dire, à mourir. Et l'équipe CHAN aussi. L'équipe CHAN, les locaux vont continuer en fait à rester sans évolution. Est-ce que c'est ce que l'on veut pour notre football à l'avenir? C'est ça la question à se poser. Donc je pense qu'il y a du bon et il y a du mauvais. Voilà. Il y a beaucoup de choses bonnes à apprendre, mais c'est ça, faut diluer. Mais le mindset aussi, il faut le prendre. Surtout le mindset. La discipline, le travail et le sérieux. Et toi, Hichem? Moi, je pense que oui, puisque tu poses la question à tous les habitants du Botswana, de la Gambie, de n'importe quel pays, ils te diront oui. On va faire un sondage. Mais oui, mais ce qu'on veut, c'est gagner des titres. Moi, je l'ai vécu en tant qu'Algérien, quand on a gagné la Coupe d'Afrique, c'était exceptionnel. Tu vois, et rendre heureux ces gens-là, le Sénégal a réussi à le faire avec du bon boulot. Et je pense que oui, ils doivent être l'exemple de beaucoup de pays africains. Bon, j'abuse un peu avec le Botswana, etc. Mais ne serait-ce que la Tunisie, le Maroc, des grands pays qui, pour moi, ils doivent prendre en exemple le Sénégal pour ça. Après, bien sûr, le Sénégal part de loin en termes de championnats locaux.
mais ce qui n'est pas le cas du Maroc, de la Tunisie, qui ont des championnats qui sont plutôt bons. Ils sont bons. Ouais. Ils sont bons. Donc oui, le Sénégal doit être le modèle de l'Afrique aujourd'hui pour gagner. Et là, tu prends un bon exemple qui est le Maroc. Par exemple, quand tu prends le Maroc, ils ont eu récemment une politique de formation des jeunes. Ils ont Oui. fait pas mal d'académies. Ils ont du 15 aussi, un tournoi du 15. Tu vois, ils sont là. Et regarde aussi ce qu'ils ont fait avec les féminines. Ouais. Ils ont investi depuis un peu plus de 2 ans sur le football féminin. Ils ont organisé la CAN et c'était effervescent ça. Ils vont en finale. Après, bon, en demi-finale, ils passent ric-rac contre le Nigeria et tout, mais quand même, ils ont montré qu'en mettant les moyens, en mettant les infrastructures et ce qu'il faut, tu peux avoir des résultats. Et justement, ils vont encore organiser une CAN dans 2 ans. Et le Maroc, je pense qu'encore, tu la laisses 2 ans, il va être redoutable. Donc, c'est des chemins à explorer, voilà, pour se dire qu'aussi, on peut faire des choses au niveau local en investissant, mais il faut investir et surtout laisser du temps. Lionel, tu avais une question concernant les acteurs du foot sénégalais type agent. Oui, en effet, la question, c'est de savoir comment ça se fait, comment tu expliques la réussite des acteurs sénégalais dans le football, notamment les agents, présidents aussi, parce que Pape Diouf, c'est le premier noir à être président en France. De l'OM. Et les coachs aussi, il y a bonne reconversion, hein, que ce soit donc Habib Beye et autres. Comment tu peux expliquer cette réussite? Est-ce que vous avez un mindset spécifique au Sénégal? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Je dirais pas qu'il y a pas forcément un mindset spécifique. Après, bon, Pape Diouf déjà, bon, Pape Diouf, il a tracé la voie parce que lui, c'était déjà l'agent. Non, à la base, journaliste. Alors, par exemple, Pape Diouf à la base. Ensuite, a été poussé par des joueurs justement à devenir agent. D'accord. Et de par son réseau, un jour, voilà, à présent. Donc, c'est énorme. Et Pape Diouf, quelque part, ça a suscité des vocations. Parce que, par exemple, même moi, je suis journaliste. Quand on va me donner des références, forcément, je vais penser Pape Diouf. Et le fait d'avoir une référence qui est quelque part à, je dirais pas briser un plafond de fer, mais en tout cas à montrer que tout était possible. Justement, tu te dis que pourquoi pas moi? Et donc, les agents, je pense qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Et puis, il y a une génération justement d'agents, que ce soit les plus anciens en tout cas, qui sont sur la fin, comme les Thierno Seydi, qui a eu Didier Drogba, qui a un Mandine Sadio Mané, qui a eu Ismaël Assar et d'autres, ou encore des plus jeunes, hein, comme il y a un franco-sénégalais, Messa Ndiaye, qui est maintenant très influent dans le football européen et français, et d'autres encore, comme l'agent de Bamba Dieng qui actuellement est décrit, et d'autres. Mais juste que, en fait, ce sont des gens qui, déjà, agents, c'est pas facile d'être un agent reconnu par la FIFA, c'est des diplômes. Donc, il y a déjà un niveau d'éducation qui est relativement élevé parce qu'il faut quand même un certain bagage intellectuel et surtout un cursus scolaire qui va dans ce sens-là. Donc, il y a déjà ce facteur-là. Après, les autres aussi qui deviennent maintenant coach, vraiment, je pense que LFCC, et pas seulement lui, hein, et d'autres aussi dans le même style, ont vraiment montré un truc. Je pense qu'il y a un déclic qui s'est fait chez certains pour dire, mais vraiment, moi aussi, je peux le faire. Je ne suis pas juste un ancien joueur, ma carrière elle est finie, je m'arrête et puis où je vais manger mon argent jusqu'à ce que j'en ai plus comme certains. Après, je me retrouve à faire tout et n'importe quoi à la télé pour gagner un petit peu d'argent. Ou alors je deviens consultant parce que c'est la voie de garage, c'est la facilité pour certains. En tout cas, c'est comme ça que certains le voient. Après, de se dire, mais en fait, non, moi j'ai joué avec des gars et ils deviennent coach. En fait, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas être coach? Pourquoi est-ce que lui, en plus, tactiquement, ce terrain était nul? J'étais meilleur que lui. Donc pourquoi est-ce que moi aussi je ne vais pas truquer? C'est ça en fait. C'est vraiment de se dire à un moment donné aussi, je pense qu'il y avait un certain contexte de se dire, ah, mais c'est pas pour moi. Ah, mais c'est pas pour nous. Mais en fait, non, ça c'est fini. Ça c'est fini. Ils ont osé. Voilà, c'est une génération qui dit, en fait, non. Les autres, ils peuvent le faire, mais je peux le faire. Et c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, quand tu jouais contre certaines équipes, il y avait un complexe. Et maintenant, en fait, non, tu n'as plus ce complexe-là. Et en tout cas, je sais que pour discuter avec pas mal de, justement, comme tu dis, des gens de ce milieu-là, que ce soit des agents ou même des journalistes hein, et autres, ils se disent, bon, en fait, non, quoi. Maintenant, je peux avoir. Regarde, on a vu par exemple cet été sur le mercato du joueur sénégalais, il y a des médias sénégalais, je ne les ai jamais vus aussi bien informés sur le transfert des joueurs sénégalais. Et je me suis dit, waouh, ben voilà, ils ont montré, entre guillemets, qu'ils pouvaient jouer dans la cour des grands. Et c'est des choses comme ça qui vont créer une émulation au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau du continent africain. Est-ce que du coup, en 20 ans, c'est vraiment la chose qui a le plus évolué dans le football sénégalais? La mentalité? La mentalité, la formation des agents, la formation des joueurs, la prise de conscience aussi sûrement du gouvernement sur le foot? Le gouvernement sur le foot, je ne sais pas. En fait, malheureusement, le gouvernement, et ça, on pourrait faire la déclinaison sur plein de pays africains. Ce qui les intéresse, c'est la section A. Ouais. Quand la section A va, là, c'est bien parce qu'on peut surfer dessus, Bien sûr, on les reçoit,
on fait des... C'est la com. on les reçoit sur les bus impériales, on défile et tout, on discute avec eux, le ministre est content, on donne des primes. On leur donne des passeports Voilà, diplomatiques. diplomatiques et autres. Ça, c'est bien. Mais dès que ça ne va pas, bizarrement, il n'y a plus personne. Ouais, enfin. Et c'est ça le truc. Les sections, voilà, c'est quand c'est dur que c'est ce qu'il faut être là. Et bizarrement, à ce moment-là, il n'y a plus personne. Donc, est-ce Lionel? qu'on peut dire que le football sénégalais s'est réveillé ou se réveille ou est à ce niveau grâce aux initiatives privées? Parce que si Oui. on estime que le gouvernement ne fait, enfin pas que ne fait rien, mais voilà, ne s'intéresse pas plus que ça, ça sous-entend que c'est les privés alors qui ont fait en sorte que le football sénégalais Oui, soit... bien sûr, il y a beaucoup d'initiatives privées comme dans beaucoup d'autres pays. Après, quand on regarde par exemple au niveau du championnat, la sélection, ça se passe bien, mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière, quand on voit par exemple les résultats des clubs sénégalais dans les compétitions, que ce soit Ligue des champions de la CAF ou Coupe de la CAF, il y a encore du boulot. Il y a encore énormément de boulot. Il y a encore récemment, là, le Sénégal s'est qualifié pour le CHAN, mais le Sénégal a fait 11 ans sans se qualifier au CHAN. C'est énorme, 11 ans. Parce que chaque fois, tu te fais sortir par la Guinée parce que ils ont des meilleurs joueurs locaux que les tiens. Donc, c'est justement des choses qui devaient interpeller à un moment donné, se dire, bon, on a une bonne équipe A. Avant même de gagner la CAN, te dire, bon, l'équipe A, ça va, ça tient la route, c'est correct. Mais en fait, pourquoi est-ce que pendant des années et des années, les clubs sénégalais, ils ne passaient pas les barrages de Ligue des Champions? C'est-à-dire que tu vas rencontrer un club du Botswana, il te tape. Tu vas rencontrer un club de Namibie, il te tape. C'était ça, en fait, le vrai problème. Alors qu'on a une grosse nation en face. Voilà, alors que voilà, c'est ça. Et du coup, bon, maintenant, c'est un peu mieux, mais c'est encore fragile. C'est encore fragile parce que tu vois les clubs d'une saison à l'autre, l'effectif, ils changent totalement. Les meilleurs joueurs, ils partent ailleurs parce que le championnat n'est même pas diffusé à la télé. Il n'est pas diffusé à la télé. Ah oui, quand même. C'est ça la réalité. Il faut que les gens le sachent aussi. Le championnat sénégalais, actuellement, il n'est pas diffusé à la télévision. Par exemple, quand on prend le Casa Sport qui a remporté Coupe Championnat la saison dernière, ils ont acheté leur propre matériel pour diffuser sur YouTube. D'accord. C'est ça la réalité. Ok. Pour diffuser sur YouTube. Les Casa Sport, comme champion du Sénégal, ils doivent avoir, parce que je ne sais pas s'ils ont encore reçu l'argent, c'est pas ce genre de choses, 20 millions de francs CFA. 20 millions de francs CFA, en termes de masse salariale, pour un club, tu le claques en 3 mois. Ah ouais. Tu fais comment après derrière? Oui, parce que les joueurs, ils sont payés entre 150 000 et 200 000. 200 On va dire francs c'est une CFA. moyenne. Et encore, donc ça veut dire que tu en as qui touchent moins, tu en as qui touchent plus. On va dire peut-être les meilleurs contrats de clubs au Sénégal, c'est peut-être un ou deux qui sont à 500, 600 000 francs. Ce qui fait combien en euros? Ça va faire, allez, on va dire 600 000 francs, tu n'es même pas à 1000 euros. Ouais. Tu dois être à 500 €, quelque chose comme ça. Voilà. Et peut-être par rapport en lien avec le niveau de vie au Sénégal, Mais le est-ce que niveau c'est de vie au bien d'être footballeur au Sénégal ou vaut mieux Il y en a qui aller travailler? Non, il y en a qui ne vivent pas du football. Parce que le Sénégal, par exemple, je sais pas, moi je vais prendre des gars qui vivent, supposons juste les clubs qui sont basés à Dakar, et des joueurs qui vivent à l'Ambolo de Dakar, le prix de l'immobilier, très très cher. Ok. Très très cher. Le prix de la vie aussi des produits a augmenté. Les transports aussi. Donc, je veux dire, tu vas toucher, je veux dire un truc tout bête, hein. Supposons que tu touches les fameux 200 000 francs CFA. 300 €. Voilà. T'imagines, juste, je vais dire encore, imagine tu es célibataire. Parce que si tu as une femme et un enfant, peut-être tu vas devoir prendre un dos en 3 pièces. Ouais. Ça va te coûter 100 000 francs. C'est-à-dire déjà la moitié. Ah ouais. La moitié déjà partie dans le loyer. Ouais. Tu n'as pas encore payé l'électricité. Tu n'as pas payé l'eau. Tu n'as pas payé la nourriture pour Ouais, bien tout le sûr. mois. Ouais. Si tu as un enfant, tu n'as pas payé l'école. Ah ouais, c'est vrai que ça monte. Ouais, donc, Imagine ton enfant il est malade, ta femme est malade ou toi-même tu es malade. Ah, ça va. C'est pas élevé. Du coup, c'est pour ça qu'il fait qu'il y a une fuite des talents. Il y a des joueurs, ils font une saison, ils performent. Il y a un club qui vient récemment, on a vu par exemple, voilà, Lamine Diadio du Casa Sport, il a fait une saison. Un club soudanais est venu, il lui a proposé un salaire de 3 millions de francs CFA il est parti. par mois. Pourquoi il va réfléchir? Ouais, il La part. daronne dans l'abri, comme ils disent. Bien sûr. Mais bien Oui. sûr. Et oui. C'est la réalité. Et moi, je ne peux pas les blâmer, ces gars-là. Bien sûr. Et à un moment donné, tu veux t'en sortir. Et puis, quand tu es footballeur, tu dois vivre toi et puis tu dois faire vivre ta famille aussi. Donc, c'est ça. Donc je pense que la Super League africaine va peut-être pousser certains clubs à vouloir garder les joueurs parce qu'il y a de quoi en fait avoir des retours Y d'argent. aura-t-il un club sénégalais Oui, déjà? c'est ça, s'ils arrivent à se qualifier. Normalement, il y en aura un. Mais ce club-là, il y sera. Et cuite des autres. Ouais. Ouais. C'est ça aussi. Et du coup, ils vont faire quoi les autres pour vivre en dehors de la Super League? Parce que la Super League elle va arriver. Ça veut dire que, de facto, tu n'as plus la Ligue des Champions. Oui. Ça va te rester juste la Coupe de la CAF. Et en fait, à l'heure actuelle, la Coupe de la CAF, il faut aller très loin pour que ce soit rentable. Parce que sinon, tu perds de l'argent.
entre les déplacements, l'hébergement et autres, tu perds de l'argent pour aller disputer une compétition. Ce qui est, Mais c'est ce qui est inconcevable. fou. Bah ouais. Il faut que les gens le sachent, ça aussi, tu vois. Inconcevable. Et à un moment donné, d'ailleurs, il y a des clubs sud-africains qui se disaient, bon, ben, moi, je suis champion national de mon pays, mais aller jouer avec des champions à la Coupe de la CAF, ça ne m'intéresse pas. Parce que je vais perdre de l'argent. Ouais. Et c'est ça le truc. Donc, alors la Super League, moi, je suis contre parce que, pour moi, on est juste un laboratoire de l'Europe. Oui. On sert de laboratoire à l'Europe. Mais en fait, C'est pas faux. il y a des clubs qui vont rester dans leur domination et les autres qui voudront rentrer dans ce cercle très fermé, ils ne vont pas y arriver parce que ben, automatiquement, vu que les autres, on va leur promettre certaines sommes d'argent, ils vont être encore plus riches. En fait, c'est ce fossé entre ces clubs qui sont dans la Super League et les autres qui va se creuser parce que les autres, ils n'auront pas les moyens de rivaliser, d'attirer certains bons joueurs pour aller les titiller. Et donc, pour moi, ça peut poser problème. C'est dangereux. Mais pour nous, public français, moi, je me dis, je regarderai un match de Les Super League. Super League. Je me dirais que mais- peut-être qu'il y aura des très bons joueurs et donc Ouais. ils vont pouvoir venir en Europe. Ouais. Mais ils y Tu sont vois déjà. Je veux dire, ça- Oui. regarde, en fait, qu'est-ce qui va changer? Si demain tu regardes, je vais te dire un truc, Al Ahly Wydad, Oui. Ligue des Champions, là, qu'est-ce qui va changer? Al Ahly Wydad, Super League. C'est juste la dénomination qui change. Ouais. Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Mais après, avec la Super League, ils auront plus de moyens, les équipes. Ouais, S'ils ont voilà. plus de moyens, ils vont pouvoir acheter potentiellement des joueurs qui viennent d'Europe. Il y a des joueurs, par exemple, admettons, plutôt qu'aller au Qatar ou dans en ces pays-là, ou en Chine, Non, ils peuvent tu aller- ils pourront aller ne en- pourras jamais en- rivaliser avec les sommes que proposent les pays du Golfe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre des joueurs en fin de carrière. Un gars qui a une bonne carrière internationale et tout, qui va dire finalement, bon, plutôt que d'aller toucher 3, 4 000, 5 000 euros, ben écoute, je vais rentrer au pays, je vais aller dans ce club-là parce qu'il est structuré et tout. Ok, d'accord. Mais honnêtement, est-ce que tu pourras attirer des joueurs avec un certain jeunes talents. standing, des joueurs intermédiaires? Je ne suis pas convaincu. Ça va être difficile. Après, Ça dépend, parce que par exemple dans les pays du Maghreb, là, notamment par exemple l'Égypte, tout ça, je pense qu'ils pourront eux mettre des sous. Même Mazembe par exemple aussi pourra éventuellement avec ces fonds-là pour pouvoir acheter des joueurs. Par exemple, on a vu Mulumbu qui est parti jouer au Congo là. Ouais. Non, mais là, c'est un Pourquoi club. Ce qui veut dire, c'est que c'est un seul club et le championnat, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en C'est-à-dire fait, qu'il n'y a ça rien. Ouais, c'est vrai que le Un championnat. club- ouais, Si ça- tu ça va développes créer pas un le marché, ouais. championnat C'est derrière, un ça vrai sert à fossé, rien. c'est vrai. Strictement Après, t'as ton club. En fait, le risque aussi, ce qui va arriver, parce que c'est que tu as ton club qui est en Super League, ton club local qui est en Super League, qui a un gros effectif, il va écraser ton championnat, Ouais. il va être champion à la mi-saison, et puis voilà. Ouais, c'est vrai que ça. Donc sportivement, déjà ton championnat il perd son intérêt. Donc c'est ça aussi. Et puis surtout, moi je mets un gros bémol sur les sommes qui sont annoncées sur cette Super League-là. Les 100 millions de dollars de machin et tout, il va falloir les sortir. Il va falloir les sortir. Ils sont les sponsors, les investisseurs et autres. C'est bien beau. Alors, en Afrique, il y a des clubs qui sont propriétés Du pays. de gens qui sont De très riches. politiques. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ils vont continuer à gérer leur club. Mais les 100 millions, moi, je veux qu'on dise où est-ce qu'on va les trouver. Et puis surtout, dans la continuité, parce que tu les as promis pour une saison et la saison d'après. Ouais. Ça, c'est pas dit que ça va donner Après, quoi. ça va dépendre du succès de la Super Voilà, League. Exactement. Simplement. Donc, c'est compliqué pour moi. On part dans une grande inconnue. Ouais. À voir. Après, avec à voir. Vraiment à voir. Merci beaucoup Mansour pour toutes les informations que tu nous as données. Merci Hichem, Merci. Lionel. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sur l'African Football Talk et vous allez répondre à cette question-là avec nous. Est-ce que le Sénégal est un modèle de réussite pour les autres équipes africaines? Merci de nous avoir suivis aujourd'hui.